Quels sont les effets du sommeil sur notre santé et comment avoir une meilleure hygiène de sommeil? Je m'appelle Estelle, je suis interne en psychiatrie et aujourd'hui on va parler des troubles du sommeil et de leurs conséquences sur la santé et plus particulièrement sur la santé mentale. Pour commencer, on va déjà revenir sur quelques définitions sur le sommeil. Déjà, il faut savoir que le sommeil est composé de phases qui se succèdent pour former les cycles du sommeil. Tout d'abord, on a le sommeil lent qui comprend le sommeil profond et qui correspond à environ 50 à 75% de notre sommeil. Très grossièrement, mais on reviendra dessus, le sommeil profond est la période de récupération réelle de la fatigue. Ensuite, on a le sommeil paradoxal qui correspond à la période des rêves et à environ 25% du temps de sommeil. Les besoins en sommeil varient au cours de la vie. Typiquement, un enfant aura plus de besoins de sommeil qu'un adulte. Et pour vous donner un ordre d'idée, un enfant d'1 an aura besoin d'environ 15 heures de sommeil. Jusqu'à 4 ans, il faut savoir que le sommeil est réparti entre la journée et la nuit. Entre 5 et 9 ans, un enfant a besoin d'environ 12 heures de sommeil. Ensuite, entre 12 et 14 ans, un adolescent a globalement besoin d'environ 9 à 10 heures de sommeil. Donc on voit bien que les besoins en sommeil varient en fonction de l'âge et diminuent progressivement jusqu'à atteindre l'âge adulte avec une moyenne qui est située environ entre 7 et 8 heures de sommeil. Mais en réalité, les besoins en sommeil varient aussi chez l'adulte et certains sont considérés comme étant de petits dormeurs et peuvent se satisfaire de seulement 5 heures de sommeil quand d'autres auront besoin d'avoir 9 à 10 heures de sommeil pour être en forme la journée. Si vous ne savez pas exactement quels sont vos besoins en sommeil et que vous avez envie de savoir à peu près de combien d'heures vous avez besoin pour être en forme la journée, vous pouvez faire un test pendant vos vacances. Il suffit simplement de ne pas mettre de réveil et de voir à quelle heure vous vous réveillez naturellement, mais à condition de ne pas se coucher à des heures indécentes et aussi d'avoir laissé passer les premiers jours des vacances parce qu'on va revenir sur ce point-là, mais notre corps est complètement conditionné par nos habitudes de réveil. Vous avez peut-être déjà fait l'expérience que par exemple si vous vous levez habituellement en semaine à 6 heures du matin, et bien le week-end vous allez avoir un éveil à 6 heures puis pouvoir vous rendormir, mais en tout cas votre corps va sentir que c'est l'heure à laquelle habituellement il se réveille. Donc c'est pour ça que c'est intéressant, si vous voulez faire ce test-là, d'attendre d'avoir passé les premiers jours de vos vacances afin de ne plus être dans ce conditionnement. Et bien sûr, il faut pour ça vous coucher à une heure assez raisonnable et ne pas avoir accumulé trop de fatigue avant. L'alternance entre la veille et le sommeil est régie par deux processus. On a tout d'abord le processus homéostatique. Ce processus dépend de la pression du sommeil, c'est-à-dire plus je vais rester éveillée, plus je vais accumuler de la fatigue et donc plus je vais avoir sommeil. C'est donc un phénomène qui augmente pendant la journée et qui diminue pendant le sommeil. Ensuite, on a le processus circadien, qui correspond à ce que l'on appelle dans le langage courant l'horloge biologique. Je ne vais pas forcément rentrer dans tous les détails, mais sachez qu'il y a plein de processus internes et externes qui concourent à votre système de régulation de l'éveil et du sommeil. Et notamment, ça passe par des systèmes d'alternance du jour et de la nuit, ainsi qu'un système hormonal. Parmi les hormones qui régulent le sommeil, on va retrouver le cortisol qui est sécrété le matin et qui donc facilite l'éveil, et la mélatonine qui est sécrétée le soir et facilite l'endormissement. On va maintenant passer en revue les différents troubles du sommeil. Déjà, un trouble du sommeil, il faut savoir que c'est une perturbation des systèmes de sommeil et ou d'éveil d'un individu. Parmi les troubles du sommeil, on retrouve ce qu'on appelle la dysomnie qui correspond à un trouble de la qualité ou de la quantité de sommeil. Et parmi les plus fréquents, on retrouve l'insomnie. L'insomnie est donc un trouble assez courant qui consiste en une perturbation de la balance entre les systèmes d'éveil et de sommeil. Mais on peut aussi retrouver à l'inverse des troubles en lien avec de l'hypersomnie. Il peut exister aussi parmi ces troubles une hypersomnolence d'origine centrale qui va être liée à des perturbations sur le fonctionnement du système de l'éveil, et on retrouve parmi ces pathologies la narcolepsie. On va également retrouver ce que l'on appelle des parasomnies qui ont un retentissement sur le comportement pendant le sommeil. Ces parasomnies, on en retrouve des différentes en fonction de la phase de sommeil. Pendant la phase de sommeil lent, on peut retrouver ce que l'on appelle les éveils confusionnels. C'est le fait de se réveiller sans savoir où on est et d'être complètement désorienté. Il y a aussi les terreurs nocturnes, que l'on retrouve souvent chez l'enfant qui va se réveiller en crise de pleurs. Mais heureusement, en se rendormant le lendemain matin, ils n'ont pas de souvenir de cet épisode. Et enfin, le somnambulisme qui est largement connu. Ensuite, dans la phase de sommeil paradoxal, on va retrouver tous les troubles du comportement, c'est-à-dire de sommeil agité, et les cauchemars, puisque comme je vous l'ai dit, effectivement la période de sommeil paradoxal correspond à la période des rêves, et donc c'est aussi au cours de cette phase-là que l'on retrouve les cauchemars. Il existe aussi des troubles respiratoires du sommeil qui sont liés à des perturbations dans la respiration et ou la ventilation nocturne, et parmi les plus connus, on retrouve le syndrome d'apnée ou hypopnée obstructive du sommeil, à savoir le SAOS. Je ne vais pas dans cette vidéo forcément rentrer plus dans les détails de chacun de ces troubles, mais n'hésitez pas à me faire savoir en commentaire si ça vous intéresserait que je vous fasse une vidéo de présentation plus spécifique de chacun de ces troubles. On va s'intéresser maintenant aux conséquences d'un sommeil de mauvaise qualité sur la santé. Vous n'êtes pas sans savoir qu'après une mauvaise nuit de sommeil, vous allez être plus fatigué dans la journée et avoir plus de difficultés de concentration. En effet, le sommeil va avoir un retentissement sur la qualité des fonctions exécutives, à savoir la mémoire, l'attention
et la planification. Lorsqu'on manque de sommeil, la récupération des informations qui ont été enregistrées est plus difficile, sans compter que quand on a des problèmes de sommeil, les apprentissages qui sont faits dans la journée vont moins bien être encodés ou enregistrés pendant la nuit. Donc en effet, on peut dire que l'on apprend quand on dort, même si en réalité c'est plutôt qu'on est en train de bien enregistrer toutes les informations que l'on a appris dans sa journée. Et bien sûr, une mauvaise qualité de sommeil va avoir des conséquences pour la santé globale, à savoir un risque plus élevé au niveau cardiovasculaire, un risque de diabète et un risque d'obésité. Pour vous faire un schéma un petit peu simpliste, quelqu'un qui va manquer de sommeil va donc manquer de carburant dans la journée pour être efficace et donc va se tourner vers d'autres formes d'énergie et à savoir va essayer de manger plus pour compenser ce manque d'énergie. C'est un schéma très grossier mais simplement pour vous faire comprendre qu'un manque de sommeil peut avoir un effet boule de neige sur votre santé. Maintenant, si on s'intéresse plus particulièrement à la santé mentale, il faut toujours se poser la question de quelle est la cause et quelle est la conséquence. En effet, dans la santé mentale, ces limites sont un petit peu plus floues. Les études montrent qu'avoir un trouble du sommeil comme un SAOS, un somnambulisme ou de la narcolepsie, et d'autres troubles dont je ne vous ai pas forcément parlé, comme l'inversion du rythme nictéméral, le syndrome des jambes sans repos, sont plus fréquents chez les personnes faisant preuve de difficultés en santé mentale. Et à l'inverse, il a été prouvé que les personnes qui souffrent d'insomnie ont 10 à 17 fois plus de chances d'avoir des affects dépressifs ou de l'anxiété. Donc, améliorer sa qualité de sommeil a un effet bénéfique pour la santé mentale, avec notamment réduction du risque de dépression, d'anxiété et donc de rumination anxieuse. Si ce sujet vous intéresse, je vais vous mettre en barre d'infos un article qui relate de tout ce que je viens de vous dire. Maintenant qu'on a dit tout ça, je vais vous partager mes conseils pour avoir une bonne hygiène de sommeil. Ça arrive à tout le monde de faire l'expérience de perturbation de la qualité de son sommeil, et le risque arrive lorsque celle-ci persiste dans le temps, et le trouble apparaît lorsqu'il y a un réel retentissement dans la vie perso et professionnelle de l'individu, qui devient un réel handicap au quotidien. Donc je vous ai présenté les principales causes médicales et psychiatriques qui peuvent engendrer des perturbations du sommeil, mais il faut savoir que la plupart du temps, il s'agit simplement d'une mauvaise hygiène de sommeil qui peut très facilement se rectifier. Je vais donc vous donner des conseils pour améliorer votre sommeil sous la forme de ce qu'il faut et ce qu'il ne faut pas faire. Une meilleure hygiène de sommeil passe par le fait d'avoir des horaires fixes de coucher et de lever. Il est également important de pratiquer une activité sportive dans la journée et de dormir dans une chambre fraîche aux alentours des 18 degrés. Évitez les écrans parce que la lumière bleue est un stimulant et elle va ralentir l'arrivée de la mélatonine qui, comme on l'a vu, favorise l'endormissement. Il faut bien sûr limiter sa consommation en caféine, en théine, en boissons énergisantes, ainsi qu'en alcool et en tabac. En effet, il faut éviter de consommer de la nicotine dans l'heure avant le coucher. Et l'alcool est un faux ami parce que s'il peut favoriser l'endormissement, par contre, il va générer beaucoup de réveils nocturnes au cours de la nuit. Bien qu'il faille faire du sport dans la journée, il vaut mieux éviter de faire ce sport le soir. Il faudrait faire son sport plutôt le matin, même si ce n'est pas possible pour tout un chacun en fonction des emplois du temps de travail. Enfin, il vaut mieux éviter de se coucher directement après avoir dîné parce que la digestion peut nuire à l'endormissement. Pour résumer, l'endormissement est un processus mental et on peut conditionner notre corps pour favoriser ce processus. Pour cela, il faut suivre les conseils que je vous ai donnés juste avant et essayer de faire en sorte d'avoir des rituels de sommeil. Par exemple, il ne faut pas que la chambre à coucher soit le lieu où vous travaillez, où vous êtes sur un ordinateur et où vous regardez la télé. Parce que si votre cerveau associe votre lit avec le sommeil, automatiquement, ça sera beaucoup plus facile de vous endormir quand vous êtes sur votre lit. Ça paraît bête comme ça, mais c'est largement prouvé. C'est vrai que pour les enfants, on a tendance à leur lire une petite histoire avant d'aller se coucher. En fait, pour nous, ça marcherait tout aussi bien. Vous pouvez vous créer une petite séquence entre préparation des affaires pour le lendemain, lavage de dents et lecture, même si c'est juste pour lire 2-3 pages, en adoptant comme ça des habitudes régulières, donc c'est-à-dire que vous l'avez fait quand même plusieurs fois avant d'attendre que ça fonctionne. Votre cerveau va s'habituer à se dire « Ah, là, on en est à cette séquence, donc il faut que je me prépare à l'endormissement ». Et bien sûr, comme je vous l'ai dit, dans cette même logique, il faut favoriser les couchers à heure fixe et les levers aussi à heure fixe. Même le week-end. Maintenant, je pense que l'une des choses principales à retenir aussi pour que son sommeil soit de bonne qualité, c'est de ne pas trop se prendre la tête dessus, d'essayer au mieux d'instaurer des habitudes saines, mais il ne s'agit pas de forcément respecter religieusement tous les conseils que je viens de vous donner. En appliquer quelques-uns peut déjà drastiquement changer la qualité de votre sommeil. Dernière petite partie sur la prise en charge des perturbations du sommeil. Tout d'abord, si vous expérimentez des difficultés liées à votre sommeil, je vous invite en priorité à consulter votre médecin traitant. Dans les prises en charge médicamenteuses que l'on peut proposer, il existe des options naturelles avec notamment la phytothérapie, la passiflore ou les infusions de verveine par exemple. Votre médecin peut aussi vous prescrire de la mélatonine, puisqu'on a vu que c'était une des hormones naturelles que l'on a qui favorise l'endormissement. Donc parfois simplement supplémenter avec cette hormone peut
améliorer l'endormissement. Et enfin, si ces difficultés persistent malgré ces premières mesures, il peut être intéressant de consulter un psychiatre qui pourra à ce moment-là discuter de la mise en place d'un traitement un petit peu plus poussé. Mais finalement, la prise de médicaments n'est pas forcément nécessaire pour améliorer son sommeil. Il est aussi possible de faire des exercices de respiration ou de la méditation. Et sur le marché, il existe plein d'applications qui peuvent vous permettre justement de faire des exercices de respiration ou de la méditation guidée, si éventuellement c'est quelque chose qui vous intéresse mais que vous ne savez pas trop comment mettre en pratique. J'ai eu l'occasion de tester certaines de ces applications, éventuellement que je pourrais vous en parler dans une prochaine vidéo si c'est un sujet qui vous intéresse. Enfin bref, voilà, je pense avoir fait globalement le tour sur le sommeil, ses troubles et ses conséquences pour la santé et santé mentale. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo en commentaire, à me dire si ça vous a apporté des informations ou si vous-même avez des informations à apporter qui seraient complémentaires à cette vidéo. Ça peut être très intéressant de répertorier tout ça dans les commentaires pour aider un maximum de personnes qui regardent cette vidéo. S'il y a d'autres thématiques autour de la santé mentale qui vous intéressent, je vous invite à également me les nommer en commentaire. On pourrait par exemple parler de l'impact de l'alimentation, du sport. Il y a encore plein de sujets que je pourrais vous présenter dans ce format, donc n'hésitez pas à me faire part de tout ça. Et sinon, en attendant une prochaine vidéo, je vous dis à bientôt.